Pour moi, cela a commencé le 7 janvier 2015. Avant, je n'avais rien compris. Pour moi, en France, un 7 janvier 2015 ne pouvait pas arriver. J'étais au travail quand je l'ai appris et je me suis mise à pleurer. À la photocopieuse, une collègue, en comprenant la raison de mes larmes, m'a dit... S'il vous plaît, passe. Donc j'étais au travail, c'est bon? Alors, est-ce qu'on va peut-être prendre celui-là? Je pense qu'il marche très bien, celui-là. Celui-là marche très bien. Oui, mais il faut parler. Formidable. Je recommence. Pour moi, cela a commencé le 7 janvier 2015. Avant, je n'avais rien compris. Pour moi, en France, un 7 janvier 2015 ne pouvait pas arriver. J'étais au travail quand je l'ai appris et je me suis mise à pleurer. À la photocopieuse, une collègue, en comprenant la raison de mes larmes, m'a dit « ce n'est pas à cause de l'islam ». J'entrais dans le vif du sujet. Je travaillais à l'époque à la maison départementale des personnes handicapées de Seine-Saint-Denis. Une jeune collègue, amenée à voir le public et les partenaires de la MDPH, s'était mise à porter un bonnet de laine couvrant sa chevelure 9 mois auparavant, sans jamais avouer aux collègues qui s'interrogeaient qu'elle se voilait. Après les attentats de janvier, elle s'est mise à se vêtir parfois d'une djellaba, d'un col roulé, de manches très longues et toujours d'un bonnet musulman. Là, nous avons réalisé que sa tenue était vraiment devenue une façon ostensible de manifester son appartenance religieuse. C'est strictement interdit dans la fonction publique, mais la hiérarchie n'a rien dit. Certaines collègues, choquées de ce silence, ont essayé de mobiliser notre responsable de service. Il avait placardé sur la porte de son bureau l'affiche « Je suis Charlie », mais il n'a pas eu le courage d'être Charlie et il n'a rien dit. Il a même essayé de nous faire croire qu'il ne voyait pas quels étaient les signes ostentatoires religieux de la tenue de notre collègue. C'était presque drôle. Alors, à 3 indignés, nous sommes montés voir les syndicats pour discuter de ce problème. Et nous avons naïvement découvert l'ampleur de la catastrophe au sein du service public du 93. Des administratifs juifs sont coiffés de kippa et certains refusent de saluer les femmes de façon conventionnelle. Des assistantes familiales en charge d'enfants de l'aide sociale à l'enfance portent le voile et viennent en formation dans les locaux du conseil départemental voilé. Vision d'ailleurs assez angoissante en passant devant ces salles de cours. Ainsi, l'État laïque confie ses enfants déjà fragilisés à l'extrémisme religieux, même si rien n'interdit ces pratiques rétrogrades en dehors de l'exercice d'une mission de service public. J'ai quand même quelques doutes quant au fait qu'elles s'abstiennent de tout prosélytisme. Un médecin de PMI couvre ses cheveux religieusement. Un syndicat milite même contre le principe de la laïcité à la française en nous envoyant par mail, entre autres, des articles d'universitaires en faveur du retour des signes religieux à l'école publique, en faveur du port du voile intégral. Par la suite, notre petit groupe qui s'était agrandi est allé voir le directeur de la MDPH. Ce monsieur s'est réfugié derrière le besoin de l'accord de sa hiérarchie pour agir, derrière les élections départementales passées qui allaient lui permettre de faire un rappel à la loi. Ces gens sont des électeurs, nous a-t-il dit. Mais notre jeune collègue a nié le caractère religieux de sa tenue et nos responsables irresponsables n'ont jamais exigé qu'elle porte une tenue neutre. Ils avaient renoncé à cette exigence depuis bien longtemps. Pour réveiller les consciences laïques, nous avons aussi essayé de faire lire une interview de Mme Elisabeth Badinter, le discours de Mme Djemila Benhabib devant les sénateurs au Palais du Luxembourg en 2009. En vain. Nous avons juste obtenu d'être traités de racistes et d'islamophobes et de travailler dans une atmosphère très pesante. Une jeune collègue antillaise compatissait avec notre très croyante parce qu'elle-même était descendante d'esclaves. D'autres femmes de notre service, pas toutes de culture musulmane, sont venues travailler avec une coiffe sur la tête en solidarité avec notre pauvre jeune collègue que nous opprimions. Sauf que c'était juste elle qui ne respectait pas la loi et un principe fondamental de notre Constitution. Je pensais également que l'école publique était encore un sanctuaire du principe de laïcité, courageusement préservé par ses professionnels, et c'est sûrement le cas. Mais quelle ne fut pas ma surprise de croiser pour la première fois, en déposant ma fille à l'école un matin, une animatrice de l'accueil périscolaire gérée par la mairie, coiffée d'un presque bonnet musulman qui ne leurrait malgré tout personne sur l'appartenance religieuse de cette jeune femme. J'avoue avoir été soulagée de constater que la directrice de l'école avait fait en sorte que cela ne se reproduise pas. Le maire de ma petite commune n'a pas réagi à la présence d'une maman intégralement voilée, en niqab, dans 2 fêtes de l'accueil périscolaire de l'école publique, alors qu'il était présent à ces fêtes. Mais peut-être n'a-t-il rien vu. Dans le cadre d'un diplôme universitaire,
J'ai aussi fait pendant quelques semaines un stage en gynécologie à l'hôpital de Saint-Denis parce que je voulais écouter les femmes du monde. Je les écoutais déjà en consultation à la maison des personnes handicapées de Bobigny. Et j'ai entendu que bien trop souvent, elles ne disposaient ni de leur corps, ni de leur âme, et n'étaient pas maîtresses de leur destinée. Leur pays d'origine n'était pas pour la plupart d'entre elles de grandes démocraties laïques. À l'hôpital de Saint-Denis, mais aussi à l'hôpital Avicenne, certaines internes, externes, des médecins en devenir, extrêmement croyantes, qui veulent couvrir leurs cheveux, travaillent avec la Charlotte de bloc opératoire pour avoir le moins d'ennui possible avec leur hiérarchie. Mais en dehors du bloc opératoire ou d'un service de réanimation où elle est réglementaire, qui est dupe sur la signification de cette coiffe. J'ai aussi croisé à l'hôpital de La Fontaine une patiente intégralement voilée, en niqab, qui posait une question à une soignante dans la salle d'attente d'une consultation. La soignante lui a répondu normalement, comme si sa tenue n'avait rien de choquant, rien de hors la loi. Lors de quelques consultations à la MDPH de Bobigny, il m'est arrivé que des hommes ne souhaitent pas me serrer la main, soient extrêmement réticents à mon examen médical. À Gauchin, où j'ai travaillé 10 ans aux urgences, j'ai vu de loin une seule externe la tête couverte, sans être sûre de ce que cela signifiait. Et j'ai fait une garde de nuit avec une faisant fonction d'interne marocaine qui avait sa Charlotte de bloc opératoire, ses manches longues et son col roulé, parce que le chef de service avait exigé qu'elle enlève son voile pour venir travailler dans notre service. Cette jeune femme venait d'un autre pays, le Maroc, mais une psychiatre saoudienne qui venait par faire elle aussi sa formation en France, ne nous a jamais fait l'affront de venir travailler à l'hôpital public tête couverte. Au contraire, peut-être était-elle ravie de partager avec nous sa belle chevelure, de goûter à un peu de liberté, même si elle n'avait pas été autorisée par son gouvernement à venir en France avec ses enfants le temps de sa formation. Quand je suis retournée en amphithéâtre pour assister à mes cours de diplôme universitaire, je me suis sentie dépassée. Elles étaient nombreuses, à mon sens, ces jeunes médecins, à vouloir faire partager à la terre entière leurs convictions religieuses. Ce n'est pas interdit, je le sais, mais comment font-elles tout en stage ou si elles ont plus tard un poste à l'hôpital public? La Charlotte de bloc opératoire? Si de tels administratifs, de tels travailleurs sociaux, de tels médecins sont tolérés au sein du service public, la prochaine étape est d'accepter le procureur, le juge, avec une kippa, une croix catholique, un voile. Et personne ne me fera croire que ces gens, incapables de se départir de leurs signes religieux alors qu'ils travaillent pour un État laïque, feront passer la loi des hommes au-dessus de leur loi de Dieu. Ai-je besoin de préciser que l'intégrisme catholique qui s'oppose à une décision de justice dans l'affaire Vincent Imbert, qui descend manifester dans la rue contre le mariage pour tous, me provoque la même réaction épidermique, tout autant que la famille Le Pen et ses références exaltées aux racines chrétiennes de la France, tout autant que M. Sarkozy avec son discours de la Trempe. La laïcité m'obsède depuis le 7 janvier, je regrette de n'avoir rien vu venir. Je regrette de voir que nos politiques courbent l'échine face aux revendications communautaires pour des raisons électorales et qu'ils ne sont plus garants de ce beau principe qui a tiré notre pays vers la sagesse, la liberté, la tolérance, l'émancipation, loin des dogmes et des croyances. Avec une collègue amie, nous avions écrit une lettre à ce sujet à Madame Taubira, garde des Sceaux, et nous l'avions interpellée un peu plus tard lors d'une conférence pour les enfants organisée par la mairie de Montreuil. Une semaine après, c'était le 13 novembre. Comment lutter dans ce département, le 93, où le voile a envahi l'espace public, où de toutes petites filles se retrouvent elles aussi couvertes par un hijab, où une enfant de l'école de ma fille est capable de m'aborder pour la première fois en me demandant si je mange du porc, où les filles intégralement voilées passent devant les forces de l'ordre sans qu'il ne se passe rien. J'aime la phrase de Caroline Forest qui dit « Ceux qui pensent que la lâcheté permet d'éviter la guerre se trompent, la guerre a déjà commencé, seul le courage peut ramener la paix ». Je ne sais pas si j'ai son courage, celui de Charles et ses amis, le courage de ceux qui continuent d'écrire et d'écrire à ce sujet dans la presse, mais je lis leurs textes. Merci.